Oscar du meilleur film, du meilleur acteur, des meilleurs costumes, meilleurs effets spéciaux, Golden Globes du meilleur film et de la meilleure musique, une flopée de Critics' Choice Awards, et j'en passe, tant ce film réalisé par Ridley Scott et sorti à l'été 2000 a remporté de récompenses. Salut et bienvenue sur Anakaland. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film qui est non seulement culte pour beaucoup, mais aussi et surtout pour moi personnellement. Gladiator. Un film alors inattendu qui a ressuscité un genre que tout le monde pensait mort, le péplum. Ça faisait près de 40 ans qu'Hollywood n'avait plus produit un film de cette ampleur historique. Mais Gladiator n'est pas seulement un chef-d'œuvre du cinéma. C'est un film qui a transcendé ses limites, affronté des difficultés de production incroyables et qui, contre toute attente, a eu un impact massif. Pas seulement sur les spectateurs, mais aussi sur l'industrie du cinéma elle-même. Et c'est tout ceci que je vous propose de découvrir ou redécouvrir dans cette vidéo. Gladiator 2 arrive bientôt en salle et il est donc temps de revenir sur ce qui a fait du premier film un véritable monument du 7e art. De plus, rapidement, dans cette vidéo, j'inaugure un format que je mûris depuis un moment. J'ai envie de partager avec vous les films qui ont marqué l'histoire du cinéma, mais surtout ceux qui ont profondément influencé ma propre culture cinématographique. Ici, je vais revisiter ce qui rend Gladiator si spécial. Mais le choix des prochaines vidéos est encore ouvert, donc n'hésitez pas à partager vos pépites, et qui sait, peut-être auront-elles droit à une vidéo. Et d'ailleurs, j'ai aussi besoin de votre avis. Je pensais appeler cette série de vidéos cultissime, tout simplement, mais je suis pas encore totalement convaincu. Du coup, autant vous demander votre avis et vos idées, on sait jamais. Alors n'hésitez pas à me faire vos suggestions en commentaire, et évidemment, si la vidéo vous plaît, abonnez-vous, ça fait toujours très plaisir. Et c'est parti! Lorsque Gladiator est sorti en 2000, il a ressuscité un genre qui semblait oublié à Hollywood, le péplum. Ce genre, très populaire dans les années 50 et 60, avec des films comme Ben-Hur en 59 et Spartacus en 1960 pour les plus connus, avait disparu des écrans depuis près de 40 ans. Hollywood n'était plus intéressé par les fresques historiques et les épopées antiques, considérant le péplum comme un genre coûteux et désuet. Pourtant, DreamWorks et Ridley Scott ont réussi à revenir à ce type de récit, grâce à une vision moderne et un angle plus émotionnel et spirituel. Gladiator a ainsi marqué un tournant en réintroduisant le grand public à des épopées épiques, tout en modernisant le genre pour correspondre aux attentes du public de l'an 2000. Avec son approche plus sombre, réaliste et viscérale, le film a prouvé que le péplum pouvait encore captiver les foules, ouvrant la voie à des films comme 3 en 2004 ou 300 en 2006. Pour donner une base historique et visuelle solide, Ridley Scott et son équipe se sont largement inspirés de monuments et de documents historiques. L'un de ces éléments clés a été la colonne Trajane, un monument à Rome représentant les campagnes militaires de l'empereur Trajan. Ce monument a servi de référence pour de nombreuses scènes du film, notamment celles liées aux batailles et aux représentations militaires, et surtout une énorme source d'inspiration pour la production design du film. En observant les bas-reliefs, Scott et son équipe ont pu recréer une ambiance historique tout en apportant une touche personnelle et fictive à leur univers. Cependant, Gladiator ne prétend pas être une reconstitution historique exacte. Comme l'a dit l'un des scénaristes, William Nicholson, on écrit une histoire et pas l'histoire. If you can use it well, reality gives you stuff you could never invent. But you have to use it well. You are writing a story, you're not writing history. Et comme aime le dire Ridley Scott dans le making-of par exemple, son objectif était de créer un monde historique de la même façon que pour un récit fictif. Il voulait créer un monde qui emporterait le spectateur dans son histoire, pas seulement faire une caricature de l'Antiquité. Ainsi, le film prend des libertés avec les faits, notamment sur les personnages de Maximus ou Commode afin de servir une intrigue plus dramatique et captivante. Malgré ces écarts, les inspirations historiques restent évidentes, ancrant le film dans une réalité visuelle et culturelle crédible. Le tournage de Gladiator a également été un défi technique et logistique. Les décors grandioses, les milliers de figurants et les conditions de tournage extrêmes ont marqué le processus de production. Un des défis majeurs a été le tournage de la scène d'ouverture épique, la grande bataille en Germanie, qui a posé de nouvelles bases quant à ce que le public pouvait à présent attendre d'une bataille épique à grande échelle, mais qui pourtant n'a nécessité que 3 semaines malgré la complexité des combats, des décors et de la mise en scène. Cette bataille est donc devenue l'une des séquences les plus emblématiques du film, avec son visuel intense et ses costumes historiques impressionnants. La scène met en avant la brutalité et le chaos des combats antiques, établissant immédiatement le ton du film, à la fois gore, réaliste et épique, avec une bonne touche d'émotion. Pourtant, filmer cette scène a représenté un véritable enjeu logistique. Le décor, situé dans la forêt de Bournemouth en Angleterre, a dû être aménagé pour accueillir des centaines de figurants, des chevaux, des catapultes qui balancent des boules de feu et des explosions contrôlées. Cette séquence a nécessité un travail méticuleux de la part de l'équipe de production et de design pour donner vie à cette bataille historique, les costumes en particulier étant soigneusement confectionnés. Cette approche a évidemment ensuite influencé la manière dont des séries comme Rome ou même Game of Thrones allaient concevoir leurs scènes de bataille, leurs costumes et leurs décors, cherchant à créer un réalisme immersif. Le résultat final est une scène de bataille grandiose, qui n'est pas seulement un spectacle visuel, mais qui pose également les fondations émotionnelles du film en présentant Maximus comme un chef guerrier fatigué, mais indomptable. Ridley Scott a su rendre chaque coup d'épée viscéral et chaque cri de guerre poignant, grâce à une coordination soignée entre les chorégraphes de combat et la direction artistique. 13 minutes, right?
That's a lot of swordplay. Well, I think you need to do something really brutal, like chop his fucking head off something. Les scènes de désert arrivant ensuite et celles représentant la ville de Zucabar, où Maximus devient gladiateur, ont été tournées à Ouarzazate, au Maroc, où ils ont carrément reconstruit une ville d'époque sur une ville en ruine. Ce lieu, déjà utilisé pour de nombreux autres films épiques, a donné un cadre authentique et aride à l'histoire. Les séquences se déroulant à Rome, notamment celles dans le Colisée, ont été filmées à Malte. L'équipe de production a carrément reconstruit une version partielle du Colisée pour les scènes de combat. Encore un enjeu technique monstrueux, brillamment relevé par les équipes du film. Cette reproduction fidèle a permis aux acteurs de jouer dans un décor tangible, renforçant l'authenticité des scènes. La complexité des effets spéciaux pour améliorer l'environnement, les made painting ou les effets de foule et même les tigres dans le Colisée a également représenté un défi majeur. La scène avec les animaux ayant pris à elle seule 3 semaines à tourner. Car non, les tigres ne sont pas en CG mais seulement filmés sur un fond vert, pour tricher avec les distances et les perspectives. Expliquant donc pourquoi il a fallu 3 semaines pour une immense bataille et autant de temps pour une simple séquence dans le Colisée. Mais toutefois, aux enjeux de production bien différents. Même si ça n'enlève rien au côté exceptionnel de la scène de bataille au début. De plus, l'une des plus grosses difficultés sur le tournage ont été les réécritures incessantes du scénario. En effet, le script initial a été modifié plusieurs fois, et ce, même pendant les tournages, à peine quelques heures avant de commencer à tourner, entraînant donc des tensions sur le plateau. Ces révisions étaient souvent nécessaires pour ajuster les dialogues ou améliorer la fluidité de certaines scènes, mais elles ont aussi causé des retards. L'équipe d'écriture, composée de Davin Franzoni, John Logan et William Nicholson, a dû s'adapter rapidement aux suggestions de Ridley Scott, des producteurs, mais aussi de l'acteur principal, Russell Crowe. En effet, Russell Crowe lui-même n'était pas toujours satisfait des dialogues qui lui étaient proposés. Cela a créé des discussions animées sur le plateau, et Crowe a pris un rôle actif dans la réécriture de certaines de ses répliques, pour les rendre plus naturelles. Et cette liberté créative qu'il s'est accordée a contribué à enrichir son personnage de Maximus, mais a également ajouté de la pression à une production déjà complexe. Detail and collaboration, absolutely 100% yes. But at the end of the day, there has to be a captain of the ship. Every time we had one of these collisions, the scenes were better for it. Toutefois, les acteurs se rejoignent tous sur le fait que malgré les difficultés de la production, le réalisateur leur a toujours laissé la parole, et les a même parfois défendus face aux producteurs et aux auteurs pour conserver certains aspects de leur personnage auxquels ils tenaient. À son sujet également, tout le staff s'accordait à dire que sur le tournage, Ridley Scott, par sa façon de travailler, sa vision, sa façon d'anticiper, de visualiser et de dessiner, a permis de gagner beaucoup de temps, et a même carrément rendu ce film possible. There's maybe no one who's ever been better at creating a coherent other world. Who can create worlds, who can deal with enormous technical problems, but not be overwhelmed by them. Enfin, il est important de mentionner les différentes versions du film, car bien que Gladiator est une version longue disponible, Ridley Scott a toujours affirmé que la version cinéma était sa véritable director's cut. Contrairement à d'autres réalisateurs, ou lui-même plus tard, qui ont vu leur film modifié par les studios, Scott a eu un quasi-contrôle total sur le montage final du film. La version cinéma est donc celle qu'il considère comme la version la plus aboutie. Cela dit, la version longue disponible sur certains Blu-ray contient des scènes supplémentaires qui, bien que non essentielles à l'intrigue principale, enrichissent certaines relations et thématiques. Ces scènes ajoutent de la profondeur sans altérer l'essence du film, et permettent aux fans de découvrir quelques moments supplémentaires sans changer la vision globale. Avec tous ces éléments, Gladiator a réussi à construire un univers historique à la fois crédible et captivant, combinant des sources historiques solides, une production grandiose et une attention aux détails dans les décors et les costumes. Le film a redéfini les attentes du public pour les épopées historiques, tout en ancrant son récit dans une émotion sincère, au-delà du simple spectacle. L'un des aspects les plus marquants de Gladiator est l'utilisation novatrice des effets spéciaux pour l'époque, qui sont toutefois extrêmement discrets. Le film est notamment célèbre pour avoir repoussé les limites de la technologie numérique. Tout d'abord pour recréer la majesté de Rome et la splendeur du Colisée, et surtout avec le remplacement numérique d'Oliver Reed, malheureusement décédé en plein tournage, et ce à seulement quelques semaines de la fin. Grâce à la réutilisation de rushs d'autres scènes et à des techniques numériques de superposition et à l'utilisation des CGI, l'équipe a pu achever ces scènes en intégrant son visage numériquement. Une méthode qui a ouvert la voie à des techniques utilisées et parfois trop utilisées aujourd'hui, comme les face swaps vus récemment dans les films de Disney. Ce procédé a fait de Gladiator un pionnier en matière de gestion numérique des personnages et a démontré que des acteurs pouvaient être ressuscités à l'écran. Déjà en 2000, la question se posait donc de savoir si on pouvait ressusciter ou non un acteur. Mais ici, toutefois, la démarche se comprend. Il ne lui restait qu'une scène à tourner, et bien que la production pouvait faire marcher les assurances et tout retourner avec un nouvel acteur, condamnant à l'oubli la prestation d'Oliver Reed, ils ont choisi de réécrire sa fin pour le garder dans le film. Quoi de plus beau comme hommage pour un acteur ? Sinon, comme dit précédemment, l'impact visuel de la scène d'ouverture et du film dans son ensemble a eu un effet durable sur l'industrie cinématographique et télévisuelle. Le travail sur les décors et les costumes a ouvert la voie à des productions historiques ambitieuses, où chaque détail est soigneusement étudié pour offrir une immersion totale.
Avec, notamment, un élément dont je parle assez souvent en vidéo, Ridley Scott et son équipe ont insisté pour que les costumes, les armures et les décors soient usés, vieillis et même cabossés, afin de refléter la dureté de la vie à cette époque, et donc de la vraisemblance. Les costumes n'étaient pas seulement flambant neufs, mais portaient des traces de la poussière, de la sueur et des combats, rendant l'univers du film beaucoup plus réaliste. Les designers disent eux-mêmes que ce qui faisait cheap dans les péplums d'autrefois, c'était ce côté neuf et déguisement. Et cette attention au détail a été récompensée par l'Oscar des meilleurs costumes. Scott lui-même a toujours mis en avant l'importance de créer des mondes tangibles, où tout semble vécu afin de transporter le spectateur à cette époque. I stared at it and I went, oh God, because I knew I was fucked. En outre, l'utilisation des effets spéciaux combinés à des décors réels a inspiré de futures productions à mélanger ces deux approches, pour obtenir des résultats aussi réalistes que possible, sans dépendre uniquement de la technologie numérique. Ainsi, Gladiator a influencé la manière dont les grandes fresques historiques seraient réalisées, en alliant l'émotion brute à une attention minutieuse aux détails visuels, transformant les attentes des spectateurs vis-à-vis des films épiques. Gladiator se distingue également par l'ampleur de ses scènes épiques, en particulier lors des combats dans le Colisée. Des milliers de figurants ont été utilisés, chacun placé et vêtu de costumes uniques pour ajouter au réalisme, et ces détails minutieux dans les costumes ou les décors ont fait une immense différence en rendant l'univers crédible et tangible, un aspect alors souvent négligé dans les films à grande échelle. Ridley Scott et son équipe ont veillé à ce que chaque costume raconte une histoire, des armures de Maximus ou Commode aux plus petits figurants, conférant une authenticité rare à l'ensemble. Ce soin porté au détail est aujourd'hui un standard pour les productions historiques et épiques, que ce soit réaliste ou de fantasy. Enfin, le film se distingue également par son usage intelligent de la colorimétrie et de la lumière, qui a notamment servi à symboliser les thèmes centraux du film et la dualité entre Maximus et Commode. Maximus est souvent associé à des tons chauds, dorés et orangés, représentant non seulement son lien avec la Terre et sa famille, mais aussi son héritage et son honneur. Commode, à l'inverse, est représenté dans des tons froids, bleus et gris, symbolisant sa froideur, son ambition démesurée et sa déconnexion émotionnelle. Ce contraste visuel joue un rôle important dans l'ambiance générale du film et a influencé la manière dont d'autres réalisateurs ont abordé l'usage de la lumière et des couleurs pour raconter des histoires à travers l'image. Tout comme pour le cas du palais impérial de Rome, bien plus sombre que ce qu'on n'avait jamais vu, reflétant la froideur de la politique et les complots qui se trament dans l'ombre. Ainsi, avant Gladiator, le genre péplum était considéré comme désuet et enterré presque depuis plusieurs décennies. Mais grâce à l'ampleur du succès de ce film, le genre a connu un renouveau inattendu, inspirant des productions historiques de grande envergure à revenir sur le devant de la scène. Il a également redéfini l'esthétique du genre en offrant une approche plus brute, plus sombre et moins idéaliste de l'Antiquité. Ce succès a ensuite inspiré toute une génération de films et de séries historiques, dont Rome sur HBO ou Troie en 2004, et même Kingdom of Heaven de Ridley Scott lui-même, ainsi que d'autres œuvres explorant un univers antique ou médiéval avec un soin particulier pour l'authenticité des décors et des costumes. L'un des thèmes centraux de Gladiator est son exploration de la mort et de l'au-delà symbolisé à travers les Champs-Élysées, une sorte de paradis mythologique où les âmes valeureuses sont censées trouver la paix. Maximus, tout au long du film, est hanté par la perte de sa famille, et son seul désir est de les rejoindre dans ce lieu idyllique. Les scènes où il rêve de les retrouver sont baignées de lumière dorée, renforçant l'idée que sa quête de vengeance est liée à une quête de paix intérieure et de réconciliation spirituelle. Au-delà du simple film de vengeance, cette thématique a résonné auprès du public, offrant une profondeur émotionnelle qui a transcendé les simples scènes de bataille. I personally don't want to go and see a movie about somebody who wants to kill somebody. I want to go and see a movie about somebody who loves somebody. Touchant aussi bien les spectateurs hommes que femmes, chacun pouvant s'identifier aux besoins de justice et de rédemption du héros. Le film aborde également le thème de la famille de manière complexe. Maximus, général romain devenu esclave, est motivé par l'amour de sa famille et la tragédie de leur mort. Cela renforce l'idée d'une figure paternelle protectrice, qui fait écho à des valeurs humaines universelles. Pour beaucoup de spectateurs, cette humanisation de Maximus, combinée avec la brutalité des scènes d'action, a créé une expérience cinématographique intense, permettant à Gladiator de toucher un large public. Les hommes se sont souvent identifiés à la puissance et à la loyauté du héros, tandis que les femmes ont peut-être été plus attirées par la profondeur émotionnelle du personnage et ses dilemmes moraux. Bien sûr, au cœur du film se trouve l'antagonisme entre Maximus et Commode, qui illustre une dualité essentielle, l'honneur contre la décadence. Maximus incarne un homme d'honneur guidé par un code moral et un profond sens du devoir, alors qu'en revanche, Commode représente la corruption et la déchéance morale, un empereur dévoré par la jalousie et l'ambition. Ce contraste est visuellement renforcé par de nombreux aspects de la production, décors, costumes et même lumière comme je le disais. Mais le personnage de Commode dans le film, bien que présenté comme un antagoniste tout puissant, est surtout un homme qui a été détruit par l'absence tant émotionnelle que physique de son père l'empereur. Un père qui a choisi Maximus comme son fils de cœur, son héritier, une thématique que l'on ressent tout au long du film et qui atteint son paroxysme alors que Commode détruit un buste de son père, presque en larmes tant il souffre.
Un élément de la caractérisation du méchant du film, à laquelle tenait beaucoup Ridley Scott. Il dit lui-même qu'il adore le personnage de Joaquin Phoenix. Et l'impact de ce duel thématique a été ressenti dans le monde du cinéma, inspirant d'autres films à explorer des dynamiques similaires entre des personnages moralement opposés. L'opposition entre Maximus, héros vertueux, et Commode, anti-héros manipulateur, est devenue un modèle classique de la narration, que l'on retrouvera ensuite dans de nombreux films. Le parcours de Maximus est l'un des aspects les plus touchants et universels du film. De fermier modeste devenu général, puis esclave, Maximus refuse à plusieurs reprises le pouvoir, préférant rester fidèle à ses valeurs et sa famille. Ce refus du pouvoir et cette quête de justice personnelle ajoutent une dimension humaine à ce héros antique, le rapprochant même d'une figure tragique. Son voyage ne vise pas à atteindre la gloire, mais à se réconcilier avec son passé et à venger la mort de ses proches, ce qui le rend particulièrement accessible aux spectateurs modernes. We're telling you about a man trying to find his way home, someone finding inner strength in a tough time. And right away, that's a kind of mythic story that is relevant to everybody in the audience. Cette approche a alors donné naissance à une nouvelle façon de raconter les histoires des héros dans les films. Plutôt que de chercher un héros parfait, le cinéma a embrassé des personnages plus complexes, motivés par des conflits intérieurs et des dilemmes moraux. De plus, le personnage de l'empereur Marc Aurèle est excellent. Incarné par Richard Harris, il représente un empereur idéalisé, rêvant de démocratie et de justice sociale. Mais je préfère vous parler d'un autre personnage qui a fait la force du film, Proximo, joué par Oliver Reed, qui est un personnage clé à la fois mentor et anti-héros. Ancien gladiateur lui-même, il comprend les luttes internes de Maximus et devient un allié important dans sa quête. Cependant, la mort tragique d'Oliver Reed pendant le tournage a imposé de nombreuses réécritures, et son personnage a dû être modifié pour permettre la finalisation du film. Proximo devait à l'origine survivre à la fin, mais son sacrifice, au final, n'en est que plus fort. Et sa partition pour la conclusion du film a alors été transmise à Jimon Unsu. So at the end of the day, he has the last word. Mais cette adaptation forcée du scénario n'a pas diminué l'importance du personnage de Proximo. Il reste un personnage essentiel pour la symbolique du film, représentant une figure qui a appris à se contenter de sa propre mortalité et à jouer son rôle dans l'arène de la vie. Son influence sur Maximus est également significative, renforçant l'idée que même les héros ont besoin d'alliés pour mener leur bataille. La profondeur des thématiques abordées dans Gladiator, mêlant action et émotion, a donc permis au film de séduire un large éventail de spectateurs. Les hommes ont pu s'identifier à la quête de vengeance de Maximus, tandis que la sensibilité du personnage, et notamment son lien avec sa famille, ou le personnage de Lucilla, ont touché une audience plus féminine, permettant enfin une réconciliation des genres avec ce film. Cette capacité à fusionner des scènes de bataille épiques avec une réflexion sur les thèmes universels comme la mort et la famille, a influencé la manière dont les films historiques et épiques ont été perçus et réalisés par la suite pour plaire à tous. Comme beaucoup de films historiques, Gladiator prend certaines libertés avec les faits pour accentuer la dramatisation et servir son intrigue. Ridley Scott a mis l'accent sur la narration et les thématiques au détriment de la rigueur historique, ce qui est courant dans les fresques épiques mais n'en réduise pas l'impact du scénario. Mais je voulais quand même m'attarder un peu sur ces divergences historiques et leur intérêt dans l'écriture du film. Premièrement, le personnage principal, Maximus Decimus Meridius, est une création de toute pièce et n'a jamais existé. Bien qu'il soit inspiré par plusieurs figures historiques, notamment le général Marcus Nonius Macrinus, le général Maximus est un amalgame fictif destiné à incarner le héros vertueux et tragique de l'époque. En réalité, aucun général n'a pris le contrôle de Rome après avoir été réduit en esclavage. Ensuite, Commode, qui est tué lors d'un duel avec Maximus dans l'arène, historiquement, l'empereur Commode n'est pas mort de cette façon. Et surtout, pas si tôt dans son règne, qui a réellement duré 12 ans. En 192 après Jésus-Christ, il a été assassiné dans son bain par un lutteur, Narcisse, à la demande de ses proches. Mais l'ajout de ce duel final a été conçu pour offrir une conclusion dramatique et cathartique au film, correspondant à l'arc narratif du héros qui cherche justice et rédemption. De plus, évidemment, bien que les combats de gladiateurs soient représentés de manière impressionnante et fidèle en termes de brutalité, la réalité des jeux dans l'arène de l'époque romaine était plus variée. Par exemple, tous les combats ne se terminaient pas par la mort des combattants. Beaucoup de gladiateurs étaient des professionnels bien entraînés, et leur survie était parfois privilégiée par les organisateurs des jeux, car ils étaient coûteux à former et à maintenir au top. Enfin, concernant le vieil empereur, le film dépeint Marc Aurèle comme un empereur philosophe, sage et bienveillant, qui souhaite restaurer la République romaine. Cependant, Marc Aurèle ne projetait pas de démanteler l'Empire romain au profit de la République. Il est resté fermement un empereur, et bien qu'il fût connu pour sa philosophie stoïcienne, son règne était également marqué par des guerres constantes et des difficultés politiques, ce que le film dépeint avec justesse. Ainsi, grâce ou à cause de ses libertés, Gladiator a un impact profond sur la perception populaire de l'Empire romain, devenant une des œuvres cinématographiques de référence sur la période. Le film a notamment renforcé plusieurs clichés sur la Rome antique, confirmant des visions parfois simplifiées mais marquantes. L'une de ses représentations les plus emblématiques de Rome dans la culture populaire reste celle du Colisée et des jeux des gladiateurs. Comme dit précédemment, Gladiator a non seulement magnifié cette vision, mais a aussi montré la brutalité et la grandeur de ces événements, même si, historiquement, les jeux étaient souvent plus complexes et ritualisés.
Pour beaucoup, le film a consolidé l'image de la Rome comme un empire à la fois glorieux et décadent, où les combats d'hommes étaient l'une des principales formes de divertissement. À travers le personnage de Maximus, le film a véhiculé une idée romantique des valeurs romaines, telles que l'honneur, la loyauté et le courage. Maximus, bien qu'il soit une fiction, incarne ce que beaucoup imaginent comme le modèle du général romain vertueux. Ce cliché du héros romain a été renforcé par le film, marquant l'imaginaire collectif et influençant d'autres œuvres cinématographiques, littéraires et vidéoludiques qui abordent l'Empire romain. Le film a également contribué à fixer dans l'imaginaire populaire l'image de Commode comme un empereur tyrannique et dépravé. Bien que Commode soit effectivement connu pour sa folie des grandeurs et ses excès, le film en a fait un méchant presque caricatural, ce qui a renforcé ce stéréotype dans la culture populaire. Depuis ce film, Commode est souvent représenté dans d'autres œuvres comme l'antithèse du bon dirigeant, renforçant ainsi une vision manichéenne de l'histoire romaine. Donc, bien que Gladiator prenne de grandes libertés avec l'histoire, il a permis de raviver l'intérêt pour l'Empire romain et a offert au grand public une vision spectaculaire, quoique simplifiée, de cette époque. Le film a influencé à la fois le cinéma et la culture populaire en général, confirmant certains clichés historiques tout en permettant d'autres explorations artistiques et narratives autour de l'époque romaine. Et c'est un sujet que j'adorerais décortiquer en vidéo. Pourquoi l'Empire romain fascine autant la pop culture moderne? Quels mécanismes et imaginaires collectifs se cachent sous cette obsession? Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et j'en ferai une vidéo. Le succès monumental de Gladiator a marqué un tournant décisif dans la carrière de Ridley Scott, qui était déjà un réalisateur reconnu pour des œuvres comme Alien et Blade Runner. Toutefois, Gladiator a contribué à faire de lui l'un des réalisateurs les plus influents d'Hollywood au début des années 2000. Le film lui a valu une nomination à l'Oscar du meilleur réalisateur, un Oscar amplement mérité, mais volé par Steven Soderbergh pour Trafic, cette bonne blague. Mais son travail a ouvert la voie à d'autres grands projets, notamment Kingdom of Heaven en 2005, qui explore également des époques historiques avec des thèmes épiques similaires. Ridley Scott a aussi souvent été crédité pour avoir relancé le genre du péplum, un genre qui semblait éteint depuis les années 60. That's enough about me. Let's talk about me. Pour Russell Crowe, de son côté, Gladiator a été la consécration. Le rôle de Maximus lui a valu l'Oscar du meilleur acteur et a fait de lui une star internationale. Avant Gladiator, Russell Crowe était respecté pour ses performances, notamment dans LA Confidential, mais ce film a propulsé sa carrière au niveau supérieur. Il est devenu l'une des figures incontournables du cinéma des années 2000, poursuivant avec des rôles marquants dans des films comme Un homme d'exception ou Master and Commander. Le succès de Gladiator a également cimenté son partenariat avec Ridley Scott, avec qui il a collaboré sur plusieurs autres films. Donc Gladiator a non seulement ressuscité le genre du péplum à Hollywood, mais il a aussi inspiré toute une série de films ou de séries télé historiques et épiques. Des œuvres comme 300 ou Alexandre ont clairement tiré parti du regain d'intérêt pour les épopées historiques qu'a déclenché le film de Ridley Scott. Et même en télévision, l'influence de Gladiator est également visible dans des productions comme Rome entre 2005 et 2007, une série télévisée HBO exceptionnelle qui dépeint les dernières années de la République romaine, ou même l'excellente série Spartacus en 2010. On peut également voir son influence dans des séries comme Game of Thrones, où l'esthétique, les scènes de bataille spectaculaires et l'accent mis sur la politique et la brutalité des affrontements rappellent l'ambiance de Gladiator, et surtout au travers du soin de la production design. Ces séries ont réutilisé des techniques que Scott avait perfectionnées, notamment dans la mise en scène des combats et l'utilisation des décors colossaux, tout en mettant en avant des personnages complexes et ambigus, à l'image de Maximus ou Commode. Enfin, la bande originale de Gladiator, composée par Hans Zimmer, accompagnée de la voix majestueuse de Lisa Gerrard, est devenue l'une des musiques de films les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Le morceau Now We Are Free est souvent cité comme l'une des compositions les plus marquantes du film, apportant une profondeur émotionnelle aux scènes les plus intenses. Le style de Zimmer dans Gladiator, avec ses percussions fortes et ses chœurs puissants, a laissé une empreinte durable sur les bandes originales de films épiques qui ont suivi. Après Gladiator, le style distinctif de Zimmer s'est répandu dans de nombreuses autres productions. On retrouve cette influence dans ses propres travaux ultérieurs, comme Pirates des Caraïbes, qui reprend presque l'un des thèmes à l'identique, Inception et même The Dark Knight, mais aussi dans des œuvres d'autres compositeurs qui ont emprunté certains éléments de cette approche pour intensifier l'épique et le dramatique. Des films tels que Le Dernier Samouraï en 2003 ou Kingdom of Heaven, également de Ridley Scott, ont clairement tiré profit de l'approche musicale de Zimmer, marquant ainsi l'importance de Gladiator dans le renouveau des grandes fresques musicales pour des films historiques. L'influence de Gladiator sur la pop culture ne se limite donc pas seulement à des répercussions sur le genre du péplum ou les carrières des acteurs et réalisateurs impliqués, mais s'étend aussi à l'esthétique, la mise en scène des batailles et la musique épique qui, depuis, est devenue un standard pour les films historiques, ou historico-fantastiques. En ressuscitant un genre oublié et en introduisant de nouvelles techniques visuelles et sonores, Gladiator a durablement marqué le cinéma et la culture populaire mondiale.
Ainsi, alors qu'on attend la sortie imminente de Gladiator 2, la question principale demeure. Sera-t-il à la hauteur de l'héritage du premier? Car ce défi est immense. Le premier film est non seulement un chef-d'œuvre acclamé, mais il a également laissé une empreinte indélébile sur le cinéma. Ridley Scott est de retour à la réalisation avec lui une grande partie de l'équipe originale, ce qui laisse espérer une continuité fidèle à l'esprit du premier opus, mais les attentes sont élevées pour cette suite, surtout après plus de 2 décennies à attendre. Les fans du film original espèrent retrouver l'intensité des scènes de bataille, la profondeur des personnages et les symboliques thématiques qui avaient tant marqué le premier. Cependant, l'absence de Russell Crowe dans le rôle de Maximus, un personnage devenu iconique, pourrait être ressentie comme un manque, d'autant plus que Gladiator était intimement lié à la destinée tragique de son personnage. Donc, peut-on recréer cette magie sans lui? De plus, la suite devra répondre aux attentes d'un public moderne qui a vu émerger des œuvres influencées par Gladiator, comme Game of Thrones et Vikings par exemple, et qui ont donc redéfini les standards des récits épiques historiques. Le défi est donc de taille pour maintenir l'authenticité et l'émotion du premier film tout en surprenant un public qui, aujourd'hui, en attend peut-être encore plus en termes de narration et de spectacle visuel. Et au-delà des batailles épiques et de la grandeur des décors, Gladiator est un film qui a résonné profondément avec son public sur un plan émotionnel. Et là, j'avoue que c'est ce qui m'inquiète le plus. L'histoire de Maximus, un homme en quête de justice et de rédemption, transcende le cadre historique du film et touche à des thèmes universels comme la famille, la vengeance et l'honneur. Ces thèmes étaient soutenus par une réalisation magistrale et une musique poignante, qui font de Gladiator une œuvre d'art qui dépasse les simples limites du genre du péplum. Il est donc naturel, je pense, d'éprouver à la fois une excitation et une appréhension à l'idée de la suite. Sera-t-elle capable de retrouver cette intensité émotionnelle? Ce second volet est non seulement attendu comme une production spectaculaire, mais aussi comme une œuvre capable d'honorer l'héritage du premier, en continuant d'explorer des thématiques puissantes. En fin de compte, Gladiator reste un film culte, non seulement pour ce qu'il a accompli sur le plan cinématographique, mais aussi pour l'empreinte émotionnelle et culturelle qu'il a laissée. Le second opus aura donc la lourde tâche de prolonger cette légende, tout en étant jugé à l'aune d'un héritage qui a marqué toute une génération. Donc, Gladiator 2, qu'il soit à la hauteur ou non, aura au moins permis de replonger dans cette œuvre intemporelle et d'apprécier une nouvelle fois l'immense impact qu'elle a eu sur le cinéma et la pop culture. Et surtout qui aura permis à Ridley Scott d'enfin réaliser son rêve de mettre un rhinocéros dans l'arène. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, laissez un like, abonnez-vous et partagez la vidéo, ça serait d'un immense soutien. Encore merci et à très vite sur Anakaland. Bye.